un petit bruit buccal subtilement dosé. Le chip est en danger. Rendez-nous les chips. Le soleil est enfin revenu, super. Mais vous feriez mieux de vous préparer aux 45 degrés du mois de juillet qui vous attendent, car la fin du monde est proche. Ok. Mais heureusement, vous écoutez le chip, donc tout va bien. Je suis Mélanie Wanga et je suis, comme à chaque épisode, entourée de mes deux compères François Oulac. Salut Mélanie. Et Kevin Donna. For real this time. Deux jeunes hommes dans le vent qui sont allés traîner leur Stan Smith au festival de musique Wheel of Green le week-end dernier. Alors personnellement, je suis restée bosser à la maison. Donc vous devez me raconter. Tout l'été, c'est ça ? Ouais, non. Vous devez me raconter, c'était comment Wheel of Green ? C'était intense. Ouais, c'était cool. Des hauts, des bas. Moi, j'ai beaucoup aimé FKA Twigs. Je trouvais que c'était très bien le samedi soir. Non, j'ai vu des artistes assez top. Je suis content. Vald, c'était cool. Hamza, c'était cool. Et pareil que Booba, c'était pas terrible. Ouais. Il était pas très investi, on va dire. Ouais. Alors, je tiens à dire que je n'ai jamais possédé de Stan Smith de ma vie. Je suis détenteur d'une paire de Vans montantes. Et de Timberland. Oui, et également. Moi, je suis Tim Air Max. tu peux également l'être. Merci aux gens qui nous ont donné du love. Dans Wheel of Green, on a croisé deux, trois auditeurs du Chip qui nous ont dit que a priori c'était plutôt cool. Donc merci à eux et à elles. Ça fait beaucoup. Ça fait très chaud au cœur. Ok, alors cette semaine, on va mettre cap sur le continent africain et on va aborder avec François la série sénégalaise Maîtresse d'un homme marié, qui fait un petit peu sensation dans la diaspora partout dans le monde et qui attire aussi les foudres des censeurs. Partout dans le monde, je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est une série super intéressante et on va vous expliquer pourquoi. Et qui fait beaucoup de views en plus sur YouTube. Non, mais de ouf. Ouais, ça cartonne. Et puis pour fêter la sortie de l'album Igor de Tyler, the Creator, le 17 mai dernier, Kevin va nous parler de l'œuvre et surtout de l'homme, donc Tyler, the Creator. Golf Wang. Okay. Toujours Hot Future Wolfgang Kingsdale ou pas ? Depuis le début. All day, every day. Mais on commence par le trash iconique. Alors moi, mon iconique cette semaine, c'est un homme américain qui s'appelle Robert F. Smith. Il y a 2 semaines, en fait, ce milliardaire noir américain a joué les philanthropes pour sa communauté. Ça m'a laissé un peu rêveur. Donc je vous explique si vous avez pas entendu parler de cette affaire. Robert F. Smith, c'est le noir le plus riche d'Amérique. Sa fortune est estimée à 5 milliards de dollars. Et en fait, il était présent pour faire un discours de remise de diplôme à Morehouse. Morehouse, c'est ce qu'on appelle une HBCU, une fac noire, basée à Atlanta et réservée aux hommes. En fait, il y a le pendant féminin qui s'appelle Spelman, qui est pas très loin. Et en fait, Robert Smith, il avait une surprise pour ses étudiants. Il a dit qu'en fait, il n'était pas là juste pour se contenter de faire un joli discours, mais qu'il voulait mettre un peu d'essence dans leur bus. Donc, il va rembourser les emprunts de la promotion 2019. Le calcul du coût est encore en cours, mais on estimerait qu'il y en aurait pour environ 40 millions de dollars. Donc, c'est un geste assez fort. Mon opinion personnelle, c'est qu'il y a plein de choses à dire en ce moment sur les milliardaires qui payent pas leur juste part d'impôts, qui contribuent pas suffisamment, qui utilisent parfois... Ils payent plus l'ISF. Voilà, exactement, qui utilisent leurs moyens pour faire avancer un agenda ou pour faire de la com, etc. Mais en fait, là, ce qui est intéressant, c'est le fait que les universités, en particulier les universités noires, galèrent en ce moment, que c'est une question politique, la question des HBCU. Par exemple, Morehouse, cette fac en question, ils se vantent d'être l'université qui a produit historiquement le plus d'avocats ou de médecins noirs. Donc c'est un lieu de black excellence assez important aux États-Unis. Et en fait, le truc, c'est que les HBCU, qui sont ces facs historiquement noirs qui galèrent un peu, de plus en plus doivent s'ouvrir à des étudiants non noirs. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on parle de HBCUs en France, par exemple, les rares personnes qui en parlent me disent souvent « Ouais, mais c'est pas bien, c'est des lieux de repli identitaire, que c'est communautaire, que c'est réservé aux étudiants noirs. » En fait, les HBCUs ne sont pas réservés aux étudiants noirs. Évidemment, il y a une forte majorité d'étudiants noirs, puis d'étudiants racisés, c'est-à-dire que c'est des universités qui doivent s'ouvrir aux étudiants latinos, aux étudiants amérindiens, asiatiques, etc. Puis à la base, les HBCU, ça a été créé parce que les Noirs ne pouvaient pas aller dans les collèges blancs. Parce qu'il y avait de la ségrégation, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est aussi à la fois une réaction, mais aussi une preuve de capacité à s'organiser seul, à mettre en avant des savoirs qui sont pas seulement centrés sur une culture occidentale, blanche, dominante, etc. Et pour aller un petit peu plus loin, au-delà de, il y a un philanthrope qui a été sympa, il y a 6 mois à peu près, sur la chaîne YouTube de Vice, il y a eu un petit documentaire qui s'appelle Being a White Student at a Historically Black College. Donc être un étudiant blanc dans
dans une fac historiquement noire, et on suit pendant 7-8 minutes le seul étudiant blanc de Morehouse, et comment ça se passe pour lui. Le token blanc. Le token blanc, mais qui en même temps est évidemment super humble. Je suis conscient que j'ai peut-être pris la place de quelqu'un d'autre, et donc c'est mon devoir de devoir le donner le meilleur de moi-même, et en même temps de respecter leurs différences, etc. Donc voilà, c'est très intéressant. Iconique pour Robert Smith et pour le HBCUs, et que ça continue. Alors moi, j'avais envie de rendre hommage à une phrase, une personne, un mème, qui continue à devenir viral encore aujourd'hui et qui m'apporte toujours beaucoup de bonheur. Donc je voudrais parler du mème Hannah Hoop, et surtout de son autrice, de sa créatrice, la drag queen Jasmine Masters, qui sont tous les deux iconiques. Alors, c'est toujours compliqué d'expliquer un mème, parce que c'est typiquement un truc qui vient d'Internet, qui est destiné à être consommé sur Internet. Mais bon, on va essayer. Un mème, c'est une blague récurrente qui peut se partager et se démultiplier à l'infini sous forme de vidéos, de gifs, d'audio, de textes ou d'images. Alors, si vous connaissez pas le mème Hannah Hoop, c'est ça. Hannah Hoop. C'était court. C'est très court. C'est même le plus court. Donc la voix, c'est celle de Jasmine Masters, une drag queen américaine qui a participé notamment à la 7e saison de RuPaul's Drag Race, qui est une émission de drag en fait, et qui est revenue dans la 4e saison de All Star. Donc, mais ce qui a rendu Jasmine Masters véritablement célèbre sur Internet, c'est sa chaîne YouTube, où elle poste des vidéos de type un peu storytime, où elle raconte face cam des événements de sa vie perso. Et du coup, elle utilise un slang, elle invente des expressions comme le Josh. Le Josh, c'est le swag, ou le truc. À la place de dire stuff, tu dis Josh. Okay. Et elle a fait tout du merch autour de ça. Et bien sûr, aussi, elle associe donc toutes ces inventions linguistiques avec des mimiques et des faces qu'elle fait qui sont incroyables. Donc ça fait un peu d'elle l'amie qu'on aimerait tous avoir, et ça pallie aussi le manque de succès relatif qu'elle a pu avoir chez RuPaul, parce qu'elle s'est fait virer assez rapidement de l'émission. Donc Hannah Hoop, c'est un extrait d'une vidéo qui s'appelle Handle Your Liquor, où Jasmine, vêtue un peu d'une robe bleue, de boucles d'oreilles énormes, qui ressemblent un peu à des chandeliers, se plaint de ceux qui tiennent pas l'alcool et font n'importe quoi quand ils ont bu. Alors à un moment, elle s'interrompt en milieu de phrase, ce qui donne an I, et le hoop, c'est un dérivé de oops, et qui en fait, c'est une expression qui veut dire, voilà, j'ai été surpris. J'étais emporté dans ce que j'allais dire, puis d'un coup, je suis surpris. Et donc, le mème a été maintes et maintes fois repris, imité, détourné, remixé, utilisé dans diverses situations. Mais pour ma part, j'ai vraiment un faible pour la version dance. C'est presque de la machina, tu sais. Ouais. Il va très très loin ce même, parce que... Et il prouve surtout... Ah mais c'est un truc de Nicki Minaj, ça. Oui, c'est un truc de Nicki Minaj, ouais. Il prouve qu'on peut faire un bop avec 2 bouts de ficelle et une bonne phrase. Donc le mème n'est pas nouveau, la vidéo date de 2015 et la phrase a déjà été plusieurs fois utilisée par le gay Twitter, mais on peut dire qu'elle est véritablement devenue mainstream ces dernières semaines. L'essence des mèmes en général, et de Hannah Hoop en particulier, c'est de parvenir à retranscrire une émotion qui est universelle et de nous permettre de l'appliquer à plusieurs situations de nos vies à nous. Donc ici, Hannah Hoop, c'est l'étonnement matiné de subtil embarras. C'est quelque chose qu'on a tous vécu au moins une fois. Donc voilà. Et de nos jours, je trouve que dans une situation politique, culturelle comme on est actuellement, Hannah Hoop, c'est un peu la réponse idéale à tout ce qu'on peut entendre ou lire comme news sur Internet. Et en plus, c'est même pas le seul mème qu'elle a créé, Jasmine Masters. Donc, pour finir, je voulais juste te dire que ce qu'elle produit, Jasmine Masters, ça se rapproche de la comédie, presque du stand-up. Parce que, en parlant d'elle, je voulais vraiment parler de la créativité de la culture drag, et de la culture drag noire en particulier. Il faut savoir qu'au sein de l'émission de RuPaul, les queens noires sont souvent visées par des attaques et du harcèlement raciste en ligne, et alors que leur inventivité et leur avant-garde n'est même plus à démontrer. Donc Jasmine, quant à elle, elle a répondu à cette vague de sollicitations parce qu'elle a été interviewée par plusieurs médias en disant « Le monde est tellement dingue et négatif, donc si je peux apporter un peu de lumière aux gens et les faire sourire, tout va bien pour moi. » Et pour finir, je décerne un bonus iconique à la version longue du mème, parce que si on va jusqu'au bout de la vidéo, on va apprendre pourquoi Jasmine dit Hannah Hoop. Et on n'est pas déçus. I just hit my balls. Alors pour le Trashico des réseaux, on avait un sujet très clivant, très politique, totalement enflammé, napalm, cocktail molotov.
il y a un peu plus d'un mois, Usain Bolt débarquait à Paris pour faire la promotion en grande pompe d'un service de trottinette électrique. En fait, il a investi de l'argent dans une société qui s'appelle Bolt. Alors, je précise quand même que du coup, ce n'est pas Usain Bolt qui a créé la société. On avait une discussion là-dessus. Voilà. Est-ce que c'est lui? Ouais. Et c'est pas Exactement. Bolt, l'appli de taxi à Paris Eh ben justement, on va en parler parce qu'en fait, la société donc s'appelait Bolt avant et elle a approché Usain Bolt pour faire sa promotion parce que bête de coup marketing, n'est-ce pas? Ouais. Sauf qu'il y a déjà une société de mobilité dont tu parles à l'instant qui s'appelle Bolt et qui était anciennement Ex-Taxify. Ex-Taxify. Du coup, qui les ont attaqués et qui leur ont donné une injonction en justice pour qu'ils changent leur nom. Et du coup, maintenant, Bolt s'appelle B-Mobility. Voilà. Donc, on a fait un petit sondage. Vous avez été 179 à voter. On vous a demandé tout simplement ce que vous en pensiez. Est-ce qu'on valide le fait que Usain Bolt nous offre une nouvelle invasion, on va dire, de trottinettes électriques sur les trottoirs des grandes villes parisiennes, des grandes villes françaises. 6% de personnes ont dit trop pratique. J'aime beaucoup les trottinettes électriques. 49% ont dit OSEF, donc on s'en fout. Et 45% ont dit à mort la trottinette. Donc évidemment, courte victoire pour OSEF. Certains de nos utilisateurs n'habitent pas forcément en région urbaine ou sont tout simplement titulaires du permis B. Mais gros plébiscite, comme tu disais, Kevin, pour à mort la trottinette. Alors c'est marrant parce que je trouve que c'est un sujet très clivant parmi les gens qui habitent dans les grandes villes. Je sais pas si vous avez déjà parlé autour de vous de trottinettes électriques, si vous avez des amis qui les utilisent. Bah moi je pense à Joey. Ouais, À peu près Tu name and shame direct. tout l'Instagram de cet ami-là, c'est des trottinettes cassées, sa haine pour la trottinette, comment la trottinette représente la Startup Nation. Ouais. J'ai remarqué que soit on l'utilisait un petit peu dans le malaise, d'ailleurs un petit peu dans la honte, tu sais, un peu comme un plaisir coupable, soit vraiment on la détestait. J'ai vu qu'il n'y avait pas de... Moi, je m'en suis servi la première fois et la seule fois à Los Angeles, mais il y en avait pas encore à Paris. Et quand je suis arrivée, quand je suis revenue du voyage, ça y est, l'invasion avait commencé. T'étais une early adopteuse. Et c'était pas du coup les mêmes marques que nous en France. Mais du coup, on a cette invasion avec notamment Lime à Paris, avec toutes ces trottinettes qu'on voit, qui sont complètement laissées à l'abandon dans la rue. Sur le... Et j'avais lu une fois un tweet que je trouve quand même assez juste qui disait mais pensez aux personnes handicapées aussi en fait. C'est vrai. Qui sont dans la rue et qui sont obligés de se taper ces espèces d'obstacles sur les trottoirs. Bien sûr. Tu vois ? Bien sûr. Non, la trottinette est problématique et j'avais envie qu'on en parle. Déjà, première chose, qui a envie d'être sur une trottinette électrique ? C'est une première question que je pose vraiment de manière très sincère, dans le sens où il me semblait qu'on avait déjà banni la trottinette non électrique il y a 10 ans. Parce qu'on avait l'air vraiment très con dessus, vous vous souvenez ? Les hommes d'affaires à la défense. Voilà, les hommes d'affaires à la défense, avec leurs petites cravates et leurs petites oreillettes Bluetooth sur leur trottinette. On avait déjà dit non à ce moment-là. Et mais qui ont le peuple ou la loi quand tu dis on? Alors, je parle du peuple ainsi que de la morale. Les lecteurs des Inrocks. Voilà, et du bon sens commun. Et puis, si vous avez envie de montrer que vous êtes un jeune loup actif de la Startup Nation et que vous votez Macron, il y a qu'à le dire en fait. Pas besoin de monter sur ces engins de mort qui envahissent nos trottoirs parce qu'on sait pas s'ils doivent être sur la chaussée avec les voitures ou sur les voies de vélo parce qu'il n'y a pas vraiment de législation. La trottinette est macroniste. Alors c'est ma théorie personnelle. Et puis écologiquement évidemment ce sont pas des solutions de transport durable puisque batterie au lithium, abandon, etc. Pas biodégradable, tout ce que vous voulez. Ça, l'espérance de vie de 1 mois et demi à peu près. Ouais. Je vais aller encore plus loin for the sake of the culture et de la wokeness. Je vais jouer un peu les Hotep pendant 2 minutes. Ok. Le capitalisme, ça a commencé comment ? Le capitalisme et le système bancaire. Avec l'esclavage. Avec l'esclavage. Ça a commencé en 1492 avec la découverte du Nouveau Monde et l'esclavage qui a permis de faire un surplus de richesse pour l'Europe qui a créé de la capitalisation pour les banques et c'est comme ça que ça a commencé. Frères et sœurs noirs, say no to the white devil. Je vais beaucoup trop loin. Ça a escaladé vite, hein. J'ai vu apparaître une couronne et une tenue traditionnelle là en te regardant. Dites non à la trottinette électrique. Je suis un cours d'argument pour dire non à la trottinette électrique. Je décerne un trash à Usain Bolt pour la trottinette pour la électrique. collaboration. Say no to the white devil. On est ensemble. Wakanda forever. Alors Game of Thrones, c'est fini dans la sueur, les larmes, le sang et les excréments et
et les sécrétions non avouables. Breaking Bad, je me suis mis à Breaking Bad il y a pas longtemps et je trouve que c'est une série, une bonne série, divertissante mais un petit peu surestimée peut-être. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me mettre à une nouvelle série. Je cherchais un petit peu et j'ai découvert cette série sénégalaise qui fait beaucoup parler d'elle depuis le début de l'année, qui s'appelle Maîtresse d'un homme marié. Voilà, j'étais sur Twitter, je scrollais un peu et je vois beaucoup de tweets, beaucoup d'articles aussi sur certains médias qui parlent de cette série qui fait beaucoup de débats notamment. Gis nga ko fu la jigéen romb ndaanaan romb na la na xool nga ko loo gis li mu sol wala yow li ci xolam seen nga ko ni mu mel wala li ko sonn. Maîtresse d'un homme marié, donc, c'est un soap un peu similaire à une telenovela latino-américaine ou à une série, vous savez, américaine du style Les Feux de l'amour. Les vieux feuilletons, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un feuilleton à rallonge ou même une série française comme Plus belle la vie, par exemple. Donc en gros, c'est une série qui, avec des moyens de production, on va dire, et une mise en scène plutôt basique et qui se focalise spartiate. sobre, ouais, on va dire ça. Et qui se focalise sur les histoires de cœur et les ambitions personnelles d'un casting de personnages haut en couleur. J'ai commencé un peu à regarder par curiosité et puis j'ai très vite accroché à l'univers. C'est typiquement le genre de série que j'aurais regardé sur AfroStream par exemple, si AfroStream existait encore. RIP Petit Ange, parti trop tôt. Parti trop tôt. Je vous fais un pitch rapide. Donc en gros, on suit les péripéties de 5 femmes dakaroises. Donc d'abord, on a Lala, qui est donc mariée avec Cheikh, sauf que Cheikh entretient une liaison secrète avec Marem. On a donc Marem qui travaille dans une boîte commerciale et qui a une collègue de travail qui s'appelle Jalika. Jalika et Marem sont amies, sauf qu'elles se cachent des trucs en fait. Marem fait croire à Jalika qu'elle a des douleurs au ventre ou à la tête pour en fait aller rejoindre son amant Cheikh en douce pendant les heures de travail. Et Jalika, elle ne dit pas à Marem qu'en fait elle est dans une relation hyper abusive Ouais. psychologiquement Avec avec son mari je sais Un pas. fuckboy. Ouais, franchement, je sais pas où vous en êtes dans la série, mais on sent va que loin, ouais, voilà, il va super loin et on sent que ce mec-là, il va faire vraiment du sale dans la série. Bref. Ensuite, on a la meilleure amie de Jalika qui s'appelle Dior, qui est une célibataire endurcie et qui dit franchement, meuf, jamais je me marie si c'est pour me retrouver dans une situation comme la tienne. Et on a enfin Raki qui est contre-maîtresse du coup sur un chantier. On comprend que Raki, elle vient pas du même milieu social que les autres personnages qui sont plutôt aisés. Raki, elle est plutôt dans d'un milieu populaire. Elle a pas beaucoup d'argent. Elle est avec une maman un peu Avec marâtre. sa mère Voilà. horrible. Exactement. Elle évite les hommes en fait. Elle évite les hommes parce qu'elle a contracté une infection après avoir été abusée sexuellement quand elle était plus jeune. Et elle est prise en tenaille entre sa mère qui passe son temps à la traiter de bon à rien en disant tu rapportes pas assez d'argent, etc. Et son patron qui la drague très 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 lourdement. Même Et si... son patron, c'est le mari de... C'est pas celui qui va faire du sale ? Non, c'est une relation professionnelle. En fait, Ok. Biram Ouais. connaît le patron de Raki, Ok. mais c'est pas son Ok, mari. d'accord. Donc c'est un soap. C'est ça. Voilà, qui- c'est totalement un soap. On suit les aventures de ces 5 meufs qui représentent finalement chacune une facette stéréotypée, certes, de la femme sénégalaise. Donc on a la femme traditionnelle. Là, vous savez, c'est la femme un peu Mariée. traditionnelle, mariée, épouse parfaite, on va dire. On a la working girl carriériste, on a la fêtarde, etc. Même si tout ce casting quand même gravite, on va dire, autour de Marem qui reste le personnage principal, qui est incarné par une actrice qui s'appelle Alimatou Gadji et donc qui donne son nom à la série. On a des personnages secondaires qui sont assez sympas, notamment Hamza. Moi j'ai un petit crush sur Hamza, crush scénaristique sur Hamza, qui est la meilleure amie de Marem et qui passe son temps à lui dire meuf, ne fais pas ça, meuf, je te dis pas le faire, mec, ne touche pas à ma copine, I told you so, etc. Donc c'est vraiment le personnage, je le trouve un peu, vous savez, indispensable dans ce genre de série. Et donc en gros voilà, l'intrigue c'est des ragots, des mensonges, des trahisons, avec un message en toile de fond, je sais pas si vous serez d'accord, qui est quand même le message récurrent, c'est Ménard Trash. Genre Ménard, il y a Oui, Ménard Trash, mais quand même, on a besoin de quoi. ouais, on a besoin d'eux, mais parce qu'il y a pas un homme dans cette série qui soit pas acheté. Enfin, entre le mari infidèle, le patron relou, le mari abuseur, enfin, c'est un truc de ouf. Moi, c'est le premier truc qui m'a un peu choqué dans cette série. Donc voilà, la série est un énorme carton au Sénégal et elle commence un petit peu à percer, on va dire, dans les pays francophones, parce qu'en fait, même si les acteurs parlent moitié français, moitié wolof, la série Plutôt est 2 entièrement... tiers, 1 tiers, voire 3 quarts, 1 quart. Hein. Ouais, même beaucoup Ça dépend, plus, mais ça dépend des personnages, mais bref, ouais. Ouais, voilà. Puis je pense qu'ils ont un peu le rapport, c'est ce que tu disais avant Ouais. l'émission, ils ont ce rapport, j'ai l'impression, au français, bon, le français, langue officielle quand même au Sénégal, mais ils ont ce rapport un peu comme au... C'est la langue
quand tu es au boulot ou quand tu veux bien parler, quoi. Ouais, Ou quand voilà. tu veux draguer. Moi, je remarque souvent que les hommes et les femmes qui se rencontrent dans la série, au début, quand par exemple tu fais des C'est flashbacks, etc. Salut ma chérie. Salut ma chérie, tu veux un moment de plaisir. Enfin, c'est vraiment genre. Et on a ça aussi en Mais Martinique. moi j'ai Ouais. l'impression que c'est Ouais. presque, hein, c'est pas exactement la même chose, mais ouais, le même rapport qu'au créole, où le créole ça va être la langue de la familiarité, en gros, et de l'intimité, et puis voilà, le français un truc plus officiel. Mais bon, bref, en tout cas la série est entièrement sous-titrée en Sur français YouTube, et ouais. gratuite sur YouTube. Du coup, j'ai l'impression qu'elle commence un peu à percer, notamment chez nous. Il y a 35 épisodes qui sont sur YouTube depuis le début de l'année, plus d'1 million de vues par épisode, et pas mal de polémiques au Sénégal sur lesquelles on va revenir après. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous ai un peu dit en mode il faut que vous le mettiez, etc. Est-ce que vous avez Tu veux kiffé? commencer, Mel? Moi j'ai trouvé ça, mais moi de toute façon je suis totalement cliente des soaps et des histoires de meufs qui essayent de s'en sortir dans un monde impitoyable, et j'ai trouvé ça très très intéressant, parce que c'est vrai que nous, en tout cas moi personnellement, j'ai un regard extérieur à ça, j'ai jamais vécu en Afrique, et je trouve ça vraiment intéressant de voir les relations, comment elles se parlent entre elles, comment elles parlent aux aînés aussi, le fait que même quand tes parents en fait te maltraitent et te disent les pires choses, en fait toi t'es là genre je t'ai fait à manger, enfin je trouvais ça intéressant de voir cette relation, enfin ces différents types de relations, mais pareil, moi ça m'a assez surpris, comme tu disais, que tous les mecs soient nuls à chier et que les meufs quand même se disent oui mais moi il est marié avec moi il m'aime, moi machin, et tu te dis, enfin en gros les hommes, tout est ouvert pour eux, c'est open bar quoi. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. De toute façon, la société a appris aux femmes qu'il fallait un homme et qu'il fallait qu'un homme t'aime et te garde pour que t'aies de la valeur. Est-ce qu'il y a une scène de la série qui t'a particulièrement marqué, que t'as bien kiffé? Je pense qu'on a la même avec Evie, mais bon, j'en parle. Vas-y. C'est la scène où, alors par contre les prénoms, je suis pas tout à fait sûre. Est-ce que c'est dans l'épisode 3 Mariamé, c'est ça? Marème, pardon, qui en fait il y a la petite fille de la femme chez qui elle est qui dit t'es sur le téléphone de papa. Ah oui, c'est quand Marème est chez Lala justement. Ouais, la scène qui est tellement bizarre en fait. Elle est ouf, c'est cette ultra scène. chelou. Ça dure hyper longtemps et Tout le monde est mal à l'aise. Au bout d'un moment, je fais écoute meuf, c'est pas parce que tu me dis de rester que je vais rester. Donc bonne journée. Il y a une sorte de face à face à ce moment. Et avec le mari qui a la petite goutte là qui coule, Ouais, qui ouais, fait Parce que- non on se connaît pas. Ouais, parce qu'en gros, Marème et Lala se croisent devant chez Lala, et donc Marème à ce moment-là sort littéralement de chez son amant, sort littéralement du pieu du gars, et la meuf elle comprend pas que c'est elle, mais en gros elle commence à la soupçonner et elle l'invite chez elle. Ouais. Mais moi je pense qu'elle a fait exprès de l'inviter chez elle pour la jauger, tu Mais vois. à la fin, Marème, elle troll quand même. Elle fait ton Ouais. mari, je le connaissais là quand on était en première et tout. Elle joue grave avec le feu, et puis t'as la scène comme tu disais avec la fille, je crois que la fille elle s'appelle Nouria, qui fait maman j'ai retrouvé ton téléphone. Ouais, papa, j'ai ton téléphone, il y a la femme qui est dessus et tout. De ouf, parce qu'elle a trouvé le téléphone de Marème. Ouais, c'est un peu surréaliste cette scène, mais je trouvais qu'il y avait quand même de la tension dramatique. T'es là, tu fais putain, est-ce que ça va exploser ou pas là? T'attends, t'es devant ton écran. Mon Donc, cœur bravo. a fait un bond. Kev, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi ce que j'ai bien aimé aussi, en dehors d'une scène précise, c'est je trouve ça toujours passionnant de regarder un peu les bourgeois d'ailleurs. Ce à quoi ils aspirent, dans quelle voiture ils roulent, quel téléphone ils ont, quels vêtements ils mettent, etc., les références et tout. Et pour le coup, souvent, moi, dans ce que je regarde, je me sens un peu pris entre soit des trucs pour simplifier américains, britanniques, ou des trucs franco-français. Mais là, de voir une série, pas juste une série noire, c'est pas juste une question de la couleur de peau, c'est juste une série sénégalaise, profondément sénégalaise. Non. Je trouve ça fascinant. Faut que tu regardes des dramas coréens et japonais. Nope. Et non, parce que du coup, très honnêtement, les soaps, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je regarde. J'ai subi Amour, Gloire et Beauté et compagnie petit, mais ce qui m'intéresse, c'est de regarder un soap sénégalais ou ivoirien ou malien, et pas de regarder un soap pour regarder un soap si les Coréens. Ouais. Je regardais du cinéma coréen, machin, mais pas du. Justement, ce que tu dis là, ça m'inspire un peu la première réflexion que m'a inspiré la série. J'ai envie qu'on parle en fait du rapport qu'on a dans la diaspora aux telenovelas et aux soaps justement. Il y a un article de Vice qui est assez intéressant, qui s'intitule Aux Antilles on ne plaisante pas avec les telenovelas, si je dis pas de bêtises. Et en gros, ça t'explique en substance que les hexagonaux en gros trouvent les telenovelas et les soaps niais, débiles, peu intéressants d'un point de vue qualitatif, alors que
dans les départements d'outre-mer, Ouais. ils ont beaucoup de succès. Donc moi je pense ça me ramène tout de suite à des souvenirs comme Ruby, Marimar, Des jours et des vies. Ouais. Vous vous rappelez de Côte Ouest ou pas? Côte Bien sûr. Ouest. Bien sûr. Sunset Beach. Ah, c'était tellement J'ai jamais bien. regardé ça. Beach. Ça passait sur Ah, TF1 c'était génial. l'après-midi. Ma sœur, elle m'imposait Sunset Ouais, Beach. c'était Tu sais, tellement tu bien. te rappelles de la fin de Sunset Beach ou pas, même? Ouais, ça est parti complètement en couille à la fin. Il y avait Ouais. des trucs surnaturels et tout, Ouais. des pierres qui rendaient fou, malade ou je sais pas quoi et tout. Ça commence comme les feux de l'amour et ça finit mais complètement. Genre Twilight Charmed. Zone. Et la fin de la série, c'est qu'en fait la meuf elle est arrivée Ouais. parce qu'elle a été interrompue et tout. C'est Meg qui est arrivé. C'est Olivia, la rousse, tu sais, Oh là là. qui était amoureuse du pasteur. Bref. Mais en fait, aux Antilles, c'est une sorte de rituel. La telenovelas ou le soap américain, c'est une sorte de rituel. On se pose devant, en famille ou juste les tantes, les tatis. On suit ça et puis après on va commenter les réactions des personnages et les rebonds scénaristiques comme si on les connaissait, comme s'ils faisaient partie de la famille. Est-ce que c'est pas un peu le cas avec Plus belle la vie en France dans certaines familles? Moi, c'est le seul, exactement. C'est le seul parallèle que je fais. Et puis, Sous le soleil, peut-être aussi à Sous le l'époque. soleil, ouais. Mais Sous le Ça a pas soleil, duré aussi non. longtemps, Et puis c'est pas c'est la même formule, et puis c'est pas c'était quotidien. hebdo. C'est pas Ouais. quotidien, ouais. D'accord, oui, c'est vrai. Donc, Mhm. plutôt Plus belle la vie. Donc, ce qui est drôle, hein, parce que les hexagonaux se moquent des Antillais avec les telenovelas, alors qu'ils font la même chose avec Plus belle la vie. Anyway, oui. Ouais, j'ai un truc à rajouter. Tu parlais Antilles, Martinique, Guadeloupe. Je crois que c'est même plus gros que ça. Parce que moi, je me suis rendu compte en arrivant ici que tous mes amis issus de la francophonie, Ouais. marocains, Mhm. Afrique de l'Ouest, Antilles, Guyane, ils ont tous regardé les mêmes séries, les mêmes telenovelas que mais t'as oui. mentionné, les Marimar, des trucs comme ça. C'est pas juste pour nous, c'est les mêmes doubleurs un peu pétés parce que totalement les rincés, doublages ouais. sont pas toujours au niveau. Et ça marche dans tout le monde francophone Ah et ouais. bizarrement moins en France hexagonale. Ce qui est Ouais, drôle. c'est ça qui est ouf. Moi, je me rappelle d'un souvenir de ma sœur. À chaque fois qu'on retournait aux Antilles, elle fait plus ça maintenant, mais ma sœur, c'est pas une grosse consommatrice de séries. Ouais. Mais quand on rentre aux Antilles, elle se remet, alors qu'en temps normal, elle regarde pas, elle se remet au feu de l'amour. Et comme l'intrigue avance ultra lentement, Ouais. Ouais, elle tu peut. t'es jamais trop perdu, quoi. C'est ça, elle reste un an sans regarder, elle remate 2 épisodes et c'est bon, elle est à jour. Et l'un des souvenirs que j'ai de ma grand-mère, c'est après le repas, généralement en début d'après-midi, c'est vers 14-15 heures, quand tout le monde est un peu assoupi après la bouffe et puis le petit digestif, dès qu'on entendait cette musique. Il y a un côté équitation dans le générique que j'aime bien. C'est pas faux, hein. Tu galopes. Tagadac, tac, tagadac, ouais. Ce serait dommage de mettre un insert trop loin et de se faire flaguer juste pour ça, parce que là, ce serait vraiment moche. Qui font rêver. Dès qu'on entendait Amour, gloire et beauté, ma grand-mère arrêtait tout ce qu'elle faisait et nous, si on était devant la télé, il fallait juste dégager, lui laisser le canapé central et il fallait que ma grand-mère regarde Amour, gloire et beauté. C'était. Pourtant, c'était nul, Amour, gloire et beauté. Mais en fait, c'est la même chose que tous les soaps. Ils sont tous nuls en fait. Mais moi, j'aimais bien les feux de l'amour. Ah À la ouais limite. Il y Ouais, a une bah. vraie Mais moi, différence j'ai. C'est ce que j'allais dire. Elle fait une diff entre les deux. Ok. Parce que moi, je trouve que les feux de l'amour, il y avait. Enfin, moi, c'était Drusilla et Neil, quoi. Enfin, D'accord. la black representation. Je sais pas, j'étais fascinée Ouais, quand j'étais c'est vrai petite. que- Je regardais, je me disais, ah, mais qu'est-ce que c'est, mais pourquoi et je comprenais pas, parce qu'en France, on n'avait pas de séries avec des couples noirs comme ça, tu vois. Donc je regardais, je trouvais ça fou. Alors que l'amour, la beauté, je trouvais ça nul. Il y a un truc, il y a un peu de ça justement, je trouve, dans je pense, l'attrait que les telenovelas ont chez nous. Moi, j'y vois d'abord un truc très martiniquais, mais aussi un peu guadeloupéen, mais j'y vois un amour du ragot, de ce qu'en Martinique on appelle le Milan, Ouais, dans ce genre de série, parce que c'est que des séries de ragots finalement, avec des trahisons, des meufs qui trompent leur mari, etc. du macrélage. Exactement, du macrélage. Et puis j'y vois aussi une forme de proximité culturelle. C'est ce qu'aussi l'article de Vice, que je vous mettrai en lien évidemment, rappelle. C'est qu'on a la présence de personnages racisés et on a une forme de décentrage culturel par rapport aux séries américaines qu'on consomme d'habitude. Je pense que par exemple des Antillais ont beaucoup plus en commun culturellement avec des Brésiliens de telenovelas qu'avec des Américains blancs. Donc je pense aussi que c'est pour ça que ça marche. Et en fait, ce succès donc des telenovelas et des soaps, on le retrouve aussi sur le continent africain en fait. Là, il y a une chaîne qui s'appelle Novelas TV, une chaîne du groupe Canal+, qui est la première chaîne de télévision en fait à dépasser les 10% de part d'audience selon une étude de 2017 sur le continent Afrique, dans la partie notamment francophone.
Donc ça veut dire quelque chose. Et en fait, Maîtresse d'un homme marié, elle émerge au Sénégal, cette série, dans un contexte de reprise en main de la création, en fait, des séries. C'est-à-dire que les Sénégalais regardent également beaucoup de telenovelas latino-américaines, et depuis quelques années, ils commencent à produire leurs propres séries, leurs propres soaps. Cool. On a des séries comme Pod et Marichou, sur laquelle je reviendrai un petit peu, sur Idol, sur Wiri Wiri, qui ont un succès de ouf, et qui enjaillent le public. Et donc c'est des séries créées par des Sénégalais, et pour des Sénégalais. Et ce qui est encore plus intéressant, donc, dans cette espèce de bouillonnement de nouvelles séries sénégalaises, c'est que Maîtresse d'un homme marié, c'est une série qui a été écrite et scénarisée par une femme. Une femme qui s'appelle Calista Si. Et c'est ce qui lui donne, en fait, je pense, un surplus d'âme, de réalisme social, et notamment une portée sociétale, en fait. Parce que la série a créé beaucoup de remous et de débats au Sénégal. Non, j'ai rien à ajouter. Non, j'ai cru que tu allais dire quelque chose. Non, j'allais juste te dire que j'avais pas trop compris les débats et les polémiques, parce que moi, de mon point de vue, de quelqu'un qui regarde HBO, les séries Netflix, etc., je trouve ça super chaste. Ouais, mais je pense que c'est parce que là, ça s'applique justement à la société sénégalaise. Je n'en doute pas, mais c'est juste que quand je regarde le truc, je fais j'aime bien, c'est rigolo, mais je vois pas non plus le truc super sulfureux, quoi. Oui, ça, mais c'est clair. Il y a une plainte d'une ONG islamique qui s'appelle Jamra contre la boîte de production de la série. En fait, souvent la série, elle se fait taper dessus à la fois par des associations et des institutions conservatrices islamiques. Il faut rappeler que le Sénégal, il a 95% musulmans, mais aussi sur Internet par des gens qui trouvent juste que voilà, c'est une série un peu sulfureuse. La série a été mise en demeure par le CSA local, le CNRA, parce que voilà, selon certaines ONG, notamment Jamra, ce serait une série qui promeut... Qui est contraire aux mœurs de la culture. Ouais, c'est ça, qui promeut en gros l'infidélité, la dépravation. La série s'appelle littéralement Maîtresse d'un homme marié, donc voilà. Il y a même eu une plainte par rapport à leur équivalent de la loi Evin. C'est-à-dire qu'il y a une scène dans une chicha, en fait, dans un des épisodes de la série, et il y a une association qui est venue taper sur la série en mode oui, comment ça se fait, machin, ça promeut le tabac, alors que la chicha, c'est toxique, etc. Les scènes de grande violence ou susceptibles de nuire à la préservation des identités culturelles. Ouais, donc pour moi... Ça veut rien dire. À partir du moment où... C'est ce que je te disais, c'est l'identité du... Mais c'est tellement vague, c'est vague, comme concept. C'est pour ça que HBO ou même les scènes de cul dans d'autres soaps, ils s'en foutent. Mais par contre, quand tu reflètes la société dont il est question, ça passe moins bien. Ouais, c'est ça, en fait. Et puis bon, faut oublier aussi que ce sont des conservateurs. La majeure partie du public sénégalais, de ce que je lis, est quand même plébiscite quand même la série, mais les conservateurs sont dans leur rôle, on va dire. Oui, parce que dans les commentaires YouTube, les gens ils ont l'air de dire pour une fois qu'on montre la vie, ce que c'est, que c'est difficile. Ouais, exactement. Et moi c'est ça qui m'a fait kiffer en fait dans la série, et c'est ce que disent les défenseurs de Maîtresse d'un homme marié, c'est qu'en fait la série dépeint surtout, c'est pour ça que ça gêne, des femmes libres et indépendantes. T'as cette espèce de réalisme social, t'as des thèmes qui sont quand même très durs par rapport à beaucoup de soaps qu'on connaît qui sont un peu gnangnan et roses. Là on parle de violence domestique, on parle d'agression sexuelle. Oui, le ton est pas celui d'une comédie en fait. Moi c'est ça qui m'a surpris quand j'ai commencé à regarder. Le ton est quand même assez sérieux. Ouais, il y a des passages comiques, mais ils arrivent à te faire passer vraiment des messages politiques et sociétaux ultra durs. Et du coup, j'ai testé d'autres séries sénégalaises un peu pour avoir des points de comparaison, pour pas poser vraiment mon regard de sale français vendu, eurocentré sur la série. Et j'ai maté Pod et Marichou, qui est un autre gros succès de la même boîte de production, donc qui s'appelle Marodi TV, et qui a également produit Maîtresse d'un homme marié. Et Pod et Marichou, j'ai regardé quelques épisodes, c'est ultra bubblegum. C'est genre, c'est vraiment Hélène et les garçons. C'est des groupes de jeunes sénégalais. Et en gros, t'as des histoires de cœur, et c'est en mode, les personnages féminins pour le coup sont ils sont ultra stéréotypés, en mode voilà, moi je me consacre entièrement à mon mec, etc. Voilà, machin. Et puis on est tous là, on est tous en paix dans la foi en Allah. Et ça c'est pas très sulfureux, quoi. C'est pas, même dans la mise en scène, tu sais, t'as des vieilles musiques, etc. Enfin, ça fait ça, pour le coup là, on est dans le versant des soaps que les gens n'aiment pas d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire, le truc un peu cheap. C'est mon avis. C'est une série beaucoup plus conservatrice. Alors que là, on a des scènes. Il y a une scène, moi, qui m'a beaucoup marqué. Il y a deux scènes qui m'ont marqué. Il y a une première scène où je sais pas si vous l'avez vu, quand la bonne amie de Lala
celle qui justement vient rendre visite à Lala au moment où Lala et Marem sont ensemble. Vous savez, avec la scène du téléphone. Celle qui a Ouais. le truc bleu là sur la tête. Voilà, c'est ça. Cette amie-là qui vient souvent, qui est un peu un personnage c'est la bonne amie de Lala, mais c'est aussi un peu une tantine. Un peu plus âgé, c'est ça? Voilà, un Ouais. peu plus âgée. Il y a une scène où elle vient rendre visite à Lala dans le magasin de vêtements dans lequel Lala travaille, et elle lui propose des trucs en fait. Elle lui offre des cadeaux, elle lui propose des trucs pour garder son mari. Elle lui dit voilà, tiens, mets ce pagne, une espèce de pagne avec des perles à mettre autour du ventre. Elle lui dit voilà, mets ça autour de ta taille, ça va la guicher comme ça. Voilà, il faut qu'une femme fasse ça pour garder son mari. Et puis après, elle lui propose une petite poudre marron qu'on voit pas très bien, un petit sachet marron. Et en fait, ce sachet, c'est du tabac. On appelle ça le tabac. C'est un nom un peu générique, mais en fait, c'est une drogue sexuelle qui fait des ravages justement, notamment au Sénégal. C'est une sorte de poudre qu'on appelle la poudre de Sédiou également, et qui crée en fait des cancers du col de l'utérus et des addictions et des maladies, des vomissements et des trucs comme ça. Et donc forcément, manque d'éducation. Et donc c'est censé faire quoi l'effet de cette poudre? C'est censé être, C'est aphrodisiaque, c'est quoi? Voilà, c'est censé être un aphrodisiaque qui décuple les sensations à la fois pour la femme et pour le mari. Sauf qu'en fait, c'est un truc ultra dangereux, on sait même pas ce qu'il y a dedans et c'est toxique, tu vois. Et donc, la meuf propose la poudre à Lala, et Lala dit mais attends, mais tu te rends pas compte, elle lui dit t'es un assassin ambulant. T'es un assassin ambulant, tu te rends pas compte que ces poudres-là, ça crée des cancers du col. Donc là, tu vois, t'as de la sensibilisation. Ouais. Vraiment en direct dans la série, c'est très, très actuel, très, très immédiat, et j'ai trouvé ça très cool. Mais ils font un vrai usage des objets, des choses que les gens utilisent. Notamment, il y a aussi du placement Du produit. placement produit. Quand elle fait sa lessive, elle prend le savon, savon, la main, et là, elle met ouais, comme ouais. ça. Débarque. Et les trucs de mayonnaise aussi, c'est le sponsor. Parce que t'as une minute de sponsor, T'as une minute Ouais. de sponsor. de pub avant le début de chaque ouf. épisode, et les produits sont placés. Ouais, quand Sheik, donc le mari de Lala, il y a un flashback où il couvre de cadeaux Marem pour la séduire, il envoie plein de cadeaux à son bureau, et tous les cadeaux ils sont dans des sachets, et c'est que du placement de produits, c'est assez marrant. J'aimerais te dire, François, passe-moi le Perrier, s'il te plaît. Mélanie, aurais-tu un critérium de Perrier. Ouais, c'est ça. Tu sais. Et il y a une autre scène qui m'a beaucoup marqué, où Marem parle avec Hamza, sa meilleure amie que j'aime bien donc, et donc elle dit elle dit qu'elle l'aime. En gros, Hamza lui dit mais t'es sûr que tu veux continuer et tout, il est marié, ça sert à rien, les hommes ils t'ont fait souffrir d'habitude, enfin ça vaut pas le coup quoi. J'essaie de te protéger, t'es mon ami, j'essaie de te protéger. Et en gros, Marem dit mais moi j'aime Sheik et je me fiche qu'il soit marié, et elle tape ses parties intimes comme ça, elle tape son entrejambe et elle dit ça c'est à moi et je fais ce que je veux et je donne à qui je veux. Girl power. Exactement. Et ce genre de scène là, typiquement ce genre de scène là qui a provoqué justement la colère des conservateurs au Sénégal. Il y a un article de la journaliste Mariam Gay sur le site Africa is a Country, c'est le vrai nom du site, mais en fait c'est un site très cool que je vous recommande. Ouais, c'est un peu provoque, mais ouais. Ouais, c'est un super site qui s'intitule Senegal's Fear of Outspoken Women, donc la peur du Sénégal des femmes revendicatives et libres. Et en gros, elle souligne que les religieux sont assez prompts au Sénégal à intervenir pour des cas de mœurs comme ça, tu vois, alors qu'ils vont être beaucoup plus circonspects lorsqu'il s'agit du sort des talibés, qui sont des enfants en fait qui sont envoyés souvent loin de chez eux pour suivre une formation religieuse, mais qui en fait sont livrés à eux-mêmes, qui finissent dans les rues. Qui sont exposés à l'état de sévice. Ah bah. Donc elle dit voilà, en gros, bizarrement les religieux sont là quand c'est pour condamner les femmes qui parlent, mais pas quand c'est pour le sort des talibés par exemple. Donc voilà, bref. Tout ça pour vous dire que je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai beaucoup aimé Maîtresse d'un homme marié pour tout ça. C'est une série cool, c'est addictif. Petit budget. Petit budget, mais grandes ambitions. Ouais, non. Exactement. On n'a pas d'argent, mais on a des idées. Et surtout, c'est une série super moderne et progressiste. Donc big up à Calista C qui a offert cette série. Je pense qu'elle a un potentiel de. Ouais. Petit truc, je crois que France 24 a arraché les droits et va diffuser. Sérieux ? Ouais, j'ai vu ça. Et c'est tombé la semaine dernière, quelque chose comme ça. Je crois que c'est France 24 qui va avoir les droits de diffusion. Ouais. Ils vont mettre où sur François ? Je sais pas. Mais non, François, c'est bientôt fini. Mais en vrai, ça veut dire que peut-être que ce sera plus sur YouTube s'il y a les droits qui sont rachetés. Peut-être que ce sera plus accessible en France. Je sais pas. Donc regardez vite. Ouais, regardez vite, c'est cool. Et surtout, c'est gratuit sur YouTube. Donc profitez-en. Fuck Netflix. Ouais, moi je vais vous parler comme promis en début d'émission, je vais vous parler de Tyler et d'Igor. Moi, donc j'en ai déjà parlé une ou deux fois de mon amour pour Tyler. C'est un personnage que j'ai découvert début des années 2010 avec un single qui s'appelait Yonkers où il mangeait un cafard, un truc filmé quasi. Il vomissait. Il se pendait à la fin. C'était assez gore, mais tout le monde était fasciné. En fait, ce morceau, c'est son premier vrai succès. Et en fait, je viens d'apprendre il y a pas longtemps qu'en fait, c'est une parodie.
À la base, ça devait être un peu une blague parce que lui, il est de la côte ouest et il voulait faire un morceau où il parodie, caricature un peu les rappeurs de la East Coast. Et donc ce morceau-là, c'est Yonkers et ça a tout explosé parce que le clip est assez fantastique et qu'il rappe très très bien. J'avais vu aussi un truc que j'avais trouvé vachement cool. Il était passé, un de ses premiers lives, c'était chez Jimmy Fallon. Il était à l'époque donc Odd Future, son collectif, et il avait 20 ans. Il est monté sur scène et ils ont tout brûlé. C'était assez extraordinaire. Il y avait Mos Def qui les connaissait pas, qui en pouvait plus. Et puis ensuite, j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour le bonhomme, pour son attitude, mais jusqu'à Flower Boy, jusqu'à 2017, une grande partie de son œuvre, de sa discographie était assez inaudible. Je pense notamment, il y avait beaucoup de hurlements, d'expérimentation. L'album Cherry Bomb, qui est celui qui est donc son album avant Flower Boy. C'est quand même cet album-là qui a vraiment initié sa pharrélisation ultime, quoi. Je crois que ça a toujours été là, hein. Ça a toujours été là, bien sûr. Ça a toujours été son idole. Mais effectivement, c'était le premier qui était écoutable, je veux dire. Cherry Bomb, il y a quand même, il dit tout le monde a détesté cet album. Il le dit, tu vois, Cherry Bomb. Ouais. Il le dit en interview, je suis conscient que cet album-là a pas marché. Et en fait, il y a un tournant dans sa carrière, c'est Flower Boy en 2017, qui est un de mes albums préférés de tous les temps et qui m'accompagne encore depuis 2 ans. En gros, là, il y a Igor qui a été teasé il y a quelques semaines, avec des vidéos assez étranges, une sorte de campagne électorale avec des pins, votez Igor. L'album est sorti le 17 mai, grosse attente. Tyler a recommandé d'écouter l'album sans distraction. Et sans penser que ça allait être un album de hip-hop. Exactement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai téléchargé l'album sur Spotify. Je suis parti de chez moi à minuit. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Et j'ai Quel rebelle, ce Kevin. Ouais, voilà. Donc en fait, pour moi, l'idée derrière Flower Boy, mais aussi vraiment derrière Igor, c'est que Tyler montre aux hommes noirs comment pleurer sans être larmoyant et que c'est OK d'avoir le cœur brisé. Ce que je pense, c'est que... Déjà, Tyler, c'est une sorte de rescapé de la cancel culture, parce que dans les années 2010, vraiment dans sa jeunesse, il a toujours eu des propos très provoques. Il allait très loin dans l'homophobie, l'apologie de la violence et des choses comme ça. Donc, il en a beaucoup pâti parce que ça lui a certes fait de l'exposition, mais en même temps, il n'a pas le droit. Ça l'a rendu infréquentable. Ça l'a rendu infréquentable, et surtout, il est interdit d'entrer en Australie. Ah ouais ? Et jusqu'à il y a quelques semaines, il était aussi interdit d'entrer au Royaume-Uni. Pour ses propos, à cause de ses propos homophobes. À cause de ses propos homophobes et sexistes, etc. Sauf que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, parce qu'en 2017, dans Flower Boy, il commence à se dévoiler sur la question de son identité sexuelle. On ne sait pas trop s'il parle d'un homme, d'une femme, lorsqu'il parle de ses relations sentimentales, sexuelles, etc. Et au fur et à mesure, il y a cette idée de ne pas rentrer dans des cases. Il y a une phrase qu'il dit justement dans Flower Boy qui m'a beaucoup marqué, c'est « Tell black kids they can be who they are ». Dites aux enfants noirs qu'ils ont le droit d'être qui ils sont. Avec justement cette idée que les carcans qu'on a pour la masculinité noire sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus étroits. Tyler a toujours voulu s'extirper, en tout cas c'est quelque chose qu'il fait depuis quelques années, s'extirper des clichés de la masculinité noire. Il y a en gros, il y a 3 ans, il faisait une présentation de sa collection de vêtements. Et au cours de à la fin de la présentation, il présente toutes ses nouvelles fringues, etc. Il y a ça qui est intéressant. You know, growing up as an inner city black kid, I wasn't the most masculine. You know, I wasn't into sports. I liked pink and shit, you know, and growing up liking pinks and colors and patterns and all that shit wasn't cool. Ouais, donc là, en fait, ce qu'il raconte, c'est que il a toujours été une sorte d'outsider parce que justement, il avait des goûts qui étaient différents et qu'il tombait pas dans la masculinité classique de ce qu'on attendait d'un jeune homme noir. Donc il dit qu'il a toujours aimé le rose, qu'il a toujours aimé la mode et que ça n'a pas toujours été cool pour lui et qu'il en a beaucoup souffert. Après ça, il raconte aussi que il y a quelques années, il s'était fait juger par un ami à lui qui disait que un vrai homme ne porte pas de rose parce qu'il s'était pointé dans un shop avec un très beau hoodie rose et qu'à l'époque c'était pas la mode et qu'on l'a envoyé chier et qu'il fallait porter du noir, qu'un vrai homme noir portait du noir, que les vrais mecs durs portaient du noir. Et à la fin, il raconte que ce mec-là, il est encore vendeur et que lui, Tyler, il a sa collection de fringues, qu'il est internationalement reconnu, etc. La deuxième chose aussi qui me marque, c'est que Flower Boy, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été un tournant dans la carrière de Tyler. Et pour lui, il a toujours un rapport très difficile à la communauté noire parce que sa musique ne passait pas. C'est-à-dire que souvent, on trouvait que son goût pour le punk, pour les choses trop alternatives, ça aliénait souvent son public noir. Et dans une conversation qu'il a avec Jerrod Carmichael, juste après la sortie de Flower Boy, il dit ça. Super distorted. I was like,
last night me and Lionel went to like a house party, and they all the songs they were playing, Senorita by Justin, Tell Me by Total, Frontin' by Pete, like all these house party songs. And See You Again came on, and it's full of black people that for sure go to clubs. Yeah. And they were in there like singing the lyrics, and I was like, oh shit, I've always wanted that. To just have black people I did dance. It. Yeah. To your, I was so hyped. And we were playing Jenga, and I was being cool about it, but inside I was like, oh shit, you're going crazy. I finally have something that they could do that to. Ouais, donc en fait, ce qu'il dit là, c'est que à la sortie de Flower Boy, il a été à une sorte de house party et on passait du Justin Timberlake, Señorita, on passait plein de morceaux de R&B et on passe See You Again de son nouvel album de l'époque. Et là, il y a des noirs. Et pour la première fois, il voit des noirs qui kiffent sa musique, qui chantent ses morceaux. Il se dit, j'ai réussi enfin à donner quelque chose à la communauté qui leur plaise. Donc, Igor, ce nouvel album qui arrive il y a 2 semaines, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit une ressucée ou une suite très classique de Flower Boy. En fait, c'est pas du tout le cas. Là, il se réinvente, il rappe moins, c'est un album concept assez unique en son genre. Et puis, il s'affirme aussi de plus en plus comme producteur. C'est son premier album numéro 1. Et d'ailleurs, il a tout produit du début à la fin. Il était super content d'ailleurs que ce soit numéro 1. Numéro uno, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui font je m'en fous d'être numéro 1, je m'en fous que ça marche, je m'en fous d'être populaire. Tyler, il est à la fois hyper provoque, mais il veut que les gens l'aiment. Ouais. Et il s'en cache pas. Donc qui est Igor ? Igor, c'est un personnage grotesque, une sorte de sidekick. Igor, c'est un personnage qu'on trouve souvent dans la SF, dans le fantastique. L'importance des personnages secondaires, moi, c'est quelque chose qui me touche en plus beaucoup. Igor, il est quelque part entre Quasimodo, ce serait une sorte de personnage entre Quasimodo et Steve Urkel. Pansexuel, noir, à plusieurs voix. Donc il y a beaucoup de featuring sur cet album, des featuring qui sont souvent masqués. En fait, il n'y a pas de... Si on écoute l'album sur Spotify, on n'a pas Solange, ensuite Kanye West. Il y a zéro mention. Il y a zéro mention et c'est volontaire. Son idée à lui, c'est que les gens doivent écouter l'album du début à la fin. Igor, c'est une œuvre collective et il faut pas juste aller écouter le featuring de Kanye West dans le désordre. Oui, c'est ça, parce que moi, c'est la première chose que je fais quand j'écoute un album de rap, je regarde la tracklist et je vais au tu vas voir là où t'aimes les gens. Là où il y a mes gens, ouais, c'est ça. Donc non, là, il joue vraiment le personnage. En plus, ce qui est intéressant, c'est que dans la promo de son album, il continue à être Igor, donc il porte cette espèce de perruque atroce, blonde avec un costard. Au carré, là. Ouais, blonde au carré, avec des... Enfin, un peu une sorte de... un peu comment il s'appelait, cette chanson ? Sia. Non, ouais, Sia, mais je pensais à une française, là. Super populaire en Russie. Vous savez qu'il y a une... J'allais dire Mimimati, mais c'est Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, voilà. Mathieu, il a un peu une Mireille Mathieu, mais la coupe au bol, quoi. Une espèce de coupe au bol dégueulasse. Ouais, donc Mais du coup, ce que tu disais sur le fait le personnage pansexuel et tout, effectivement, ça va. C'est un peu le miroir opposé de ses propos homophobes d'il y a quelques années, ouais. en fait. En fait, depuis des années, il disait non, mais je vous dis, je suis pas homophobe, hein, les gars. Je vous promets, je suis pas homophobe, parce que je suis pas homophobe. Ouais. Et donc, il y a quelques années, il avait tweeté un truc du genre « Ouais, les gens disent que je suis homophobe, mais je suis en train d'essayer de faire mon coming out, vous comprenez pas ?» Et comme c'est quelqu'un qui a toujours trollé, on pensait qu'il était pas sérieux. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Et il est pas très ouvert, en fait, sur la question de son orientation sexuelle. Et justement, le personnage Igor lui permet de s'exprimer un peu plus, de passer par le biais un peu du masque ou de la perruque, pour le coup, pour faire tout ça. Même si avant, il avait déjà un peu parler de ses crushs. Par exemple, il est obsédé par le jeune Leonardo DiCaprio. Il le dit souvent, son modèle de beauté absolu, c'est un homme blond et blanc. Voilà, White supremacy. C'est Leonardo DiCaprio époque Roméo plus Juliette. Ouais. Voilà. Il y a un lyrics comme ça qui avait pas mal interpellé sur Flower Boy, où il disait qu'il était dans une Lambo à côté d'un enfant blanc. D'un enfant blanc, d'un jeune et faible blanc et blond. Pas d'un enfant. Non, pas d'un enfant. I'm currently looking for 95 Leo. Voilà, c'est ça le lyrique. Dans Igor, il parle d'un amour qui n'est pas réciproque, il parle de rejet, il parle de jalousie, il parle d'amertume. La question de l'orientation sexuelle arrive souvent de façon très subtile. Par exemple, il va dire I wish you had called me by your name. Call me by your name, film avec comment il s'appelle, Timothée Chalamet, Armie Hammer. Exactement, sur une histoire d'amour entre deux hommes. Et en fait, il y a beaucoup l'idée du triangle amoureux qui arrive dans Igor. Le morceau, par exemple, New Magic Wand. Donc il dit qu'il a une baguette magique, le Magic Wand. Et en fait, c'est un outil sur Photoshop pour effacer les gens. Et donc il veut effacer la petite amie de son crush en utilisant un Magic Wand.
Et au fur et à mesure, on comprend aussi que le Magic Wand, c'est une arme à feu et qu'il va peut-être les tuer. Donc, Oui. Et puis tu sais ce que c'est que le Magic Stick aussi dans voilà, la c'est aussi culture hip-hop, le quoi. sexe, voilà, ouais. Donc, est-ce que vous avez des morceaux en particulier, des choses qui vous ont interpellé, qui vous ont plus plu que d'autres, qui se détachent pour vous dans l'album Igor? J'ai pas de morceau en particulier qui ressort. D'abord parce que comme tu dis, il a été pensé de manière très Global en fait. très globale, très monolithique. Monolithique, c'est un peu, ça fait un peu péjoratif, mais moi je le vois de manière, je vois ça comme un compliment. En fait, il est très très homogène, très cohérent cet album et très court. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a. Ça fait du bien. Hein. 40 minutes, 45 ouais, minutes 39 minutes, je crois. 40 Ouais, c'est minutes, ça. ouais, quelque chose comme ça. Comparé à des espèces d'albums playlist avec 25 morceaux et puis on voit ce qui prend, ce qui reste. Exactement. Ça fait Drake, Migos, etc. Tyler, il est vraiment control freak et il n'y a pas de gras en fait. Il élimine de plus en plus de choses et ouais, on arrive à quelque chose de compact, de dense. Et toi, non, moi je voulais juste dire que j'ai apprécié parce que effectivement je connaissais pas avant qu'on en parle pour l'émission. Tu connaissais pas Tyler the Creator? Je connaissais de nom mais j'avais jamais écouté. On va dire, je m'étais jamais penchée. J'avais sûrement entendu une de ses chansons dans une playlist, mais je m'étais jamais penchée sur son œuvre. Du coup, j'ai écouté Flower Boy et Igor à la suite. Plusieurs fois. Et effectivement, ce que j'ai apprécié dans cet album, en tout cas, c'est la manière dont il a pensé ça de manière hyper cohérente avec le début, qui est un peu une présentation du personnage Igor, de qui c'est, de ce à quoi il rêve. Et ensuite, le déroulé de l'histoire d'amour qui se passe pas bien jusqu'à Are We Still Friends? Ouais. Et je trouve que... D'ailleurs, j'aime bien Are We Still Friends et je trouve que c'est vraiment... c'est la construction, elle est cohérente et en même temps, c'est beau, quoi. Et effectivement, j'ai pris une claque, quoi, en termes de son et tout. Moi, quelque chose que j'ai trouvé très fort, c'est tu parlais de la construction. En fait, tu sais, il y a des extraits, il y a des interludes où il y a un mec qui parle. Ce mec, c'est le fameux Jerrod Carmichael. Ces extraits-là que t'entends, c'est juste après la sortie de Flower Boy. Il a fait une interview d'à peu près 1 heure avec Jerrod Carmichael, qui est un ami proche à lui. Et ensuite, dans l'album suivant, dans Igor, ils utilisent des petits bouts de l'interview pour faire ça. Jerrod Carmichael, énorme jeune comédien noir américain de stand-up, hyper talentueux, qui lui aussi est vachement dans la déconstruction de certains clichés de la masculinité. Je vous recommande d'aller voir justement le stand-up de Jerrod Carmichael qui est disponible sur OCS. Et pour une fois, c'est pas Netflix. Avec les sous-titres en français, produit par HBO. Enfin voilà, c'est une grosse tuerie. Et tu disais quoi d'autre, Mélanie, que t'avais pris une claque sur la qualité du son. Ouais, je savais pas trop à quoi m'attendre et tout, et effectivement, je trouve que, les sons et la manière dont il utilise, je sais pas, l'imagerie qu'il utilise, ce qu'il fait passer comme message est porté par les sons. Par exemple, pour comparer avec l'album de Kanye qui était assez court aussi, il me semble. Le dernier. Ouais, c'était assez court. Ouais. Je trouvais qu'il y avait que c'était moins cohérent. Là, j'ai vraiment l'impression d'être face à une histoire qu'on me raconte, en fait. Comme si j'allais me coucher le soir et que le mec me dit voilà, j'étais amoureux, voilà comment ça s'est passé. Ouais, non, rien de plus à dire. Je suis complètement d'accord. Sauf que Kanye, c'est quand même, avec Pharrell Williams, une des influences majeures de ça se sent Tyler. d'ailleurs que c'est un peu un descendant et que franchement, Kanye, moi, tu dis qu'il s'est éloigné de Flower Boy d'un point de vue. Moi, j'ai pas trouvé que les deux albums étaient franchement, complètement opposés, quoi. Ouais, dans la pour les avoir écoutés l'un après l'autre. Franchement, il a les mêmes claviers que sur Flower Boy et par extension les mêmes que Pharrell. Je trouve que ce qui fait de sa voix, ça c'est différent. Ouais. Et je trouve que le mixage, c'est pas un mixage d'album de rap en fait. C'est un peu, lofi, c'est un peu influence punk. C'est dans ce sens-là où il y a pas de morceaux qui se distinguent et qui te permet, à part peut-être justement le premier single. Earthquake, mais sinon t'as pas vraiment de morceaux comme sur Flower Boy, comme je sais pas See You Again, qui sont des tubes que tu vas entendre en soirée et que des gens qui connaissent pas Tyler vont faire ah ok d'accord, ça j'adhère tout de suite. Je pense que Igor est beaucoup plus exigeant et demande une première écoute complète. Des morceaux pris un peu comme ça en dehors et jetés dans des playlists à mon avis ça prendra moins. Est-ce que t'es en train de dire que Igor c'est un peu l'équivalent de When I Get Home de Solange? Ouais. J'ai cru entendre dire que c'était un album exigeant. Tu vois, quand l'album commençait à sortir, moi sur les réseaux sociaux, j'étais comme un ouf et je disais c'est ma Solange. J'attends François Olac qui me dit non mais t'as pas compris les références, tu me machin, c'est de la musique élitiste, tu comprends pas. Non, moi j'avoue que je suis fan de peu de choses. Il y a peu d'artistes qu'on critique devant moi. Non, tu peux pas dire ça de machin. Je m'en fous à peu près de voilà.
Mais il y a 2 ou 3 personnes comme Tyler et Frank Ocean où je suis là, ouais, attention. Qu'est-ce qu'il a de plus, ce mec-là, que les autres weirdos, tu sais, en ce moment, du rap et du R&B, qui font des trucs révolutionnaires, du coup, mais tu vois, c'est ça que j'ai du mal. Déjà, je pense que sans Tyler, sans Hot Future, t'as pas de Brockhampton, t'as pas ce truc-là. Oui, ça, c'est clair. D'un point de vue esthétique, Tyler, c'est un touche à tout. Donc, il s'appelle le créateur. C'est vraiment le créateur parce que c'est quelqu'un qui rappe super bien. Mais souvent il dit qu'il en a marre de rapper et que entre temps, le mec il a 28 ans, il a déjà produit une série, créé sa marque. Enfin, c'est vraiment un artiste à plein de facettes différentes et demander ce qu'il a de plus que les autres, il a tout de plus que les autres. Quoi. Il dépasse de la tête et des épaules. La fangirl quoi. Un homme de la Renaissance. Pourquoi tu dis la fangirl? C'est sexiste, Mélanie. Regarde ce que je viens de voir sur internet. ABC picks up Pilot from Nate Bargatze and Gerald Carmichael. Alors, Nate Bargatze, c'est une bête de stand-upper et il est blanc, il est très blanc, il vient du Tennessee et c'est drôle. Et Gerald Carmichael, ouais, j'avais vu qu'il avait un nouveau truc avec HBO, mais j'ai pas réussi à le pirater pour l'instant. Donc, dommage. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, qu'est-ce que tu veux nous dire en conclusion? Ouais, en conclusion, je dirais que pour moi, Igor a un projet excitant parce que le fait qu'il ait tout produit lui-même en ayant des invités de marque comme Playboi Carti, Solange, CeeLo Green, Kanye West, d'autres, j'en passe, ça me donne l'envie de le voir aussi dans un rôle de producteur. D'un travail où en fait il va aiguiller d'autres artistes, il va faire un peu de la curation. Et passer de Tyler the Creator à Tyler the Curator, ce serait assez aussi intéressant et voilà, je suis assez ravi de voir un artiste de 28 ans qui arrive à ce niveau-là, qui est passé par plein de bas, les problèmes qu'il a eu, les backlash, les polémiques qu'il a eu, il les a mérités, il les a cherchés, il a tenu des propos parfois aberrants, etc. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression que le mec, il a mûri. À l'époque, c'était un jeune de 19-20 ans à qui on donnait un micro et donc il disait tout ce qui lui passait par la tête. Et puis qui luttait aussi avec sa propre identité sexuelle. Avec ses démons, avec ses démons, avec ses trucs homophobes. Hein. C'est parce qu'il lui-même, il refoulait. Ouais, donc voilà. Donc gros big up à Tyler. Et puis c'est cool. On se donne. Alors, ma reco cette semaine, c'est un podcast indépendant qui s'appelle le Moicast, qui est produit par un ami à nous qui s'appelle Samora Curier, un ami guadeloupéen. Depuis début 2019, Samora se penche sur les identités antillaises, donc il reçoit dans chaque épisode un invité, il parle avec cet invité, un homme ou une femme, de ce que ça représente, le fait d'être antillais, martiniquais, guadeloupéen, etc. La plupart des gens qu'il reçoit d'ailleurs vivent ici, donc en hexagone. Le nom du podcast, le Moicast, donc Moicast, M-W-A-K-A-S-T, ça vient du mot moika, qui est un terme péjoratif utilisé pour désigner les Antillais, parce qu'on dit souvent moika, facile, machin. Et donc c'est devenu les moika par-ci, par-ça. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est péjoratif? Parce que, en fait, donc, quand tu veux dire quelque chose, tu dis moika, tu vois, ça veut dire je fais ceci, c'est quand t'es en train de faire quelque chose. Et du coup, lorsqu'on est arrivé ici, les gens, juste ce qu'ils retenaient, c'était moika. Et donc c'est devenu une façon d'appeler tout ce qui vient des Antilles. Et surtout, c'est des Antillais qui vivent là-bas, qui souvent qualifient les Antillais d'ici. C'est ça, non? Non. C'est pas un équivalent de négropolitain? Non. Moi, j'ai jamais entendu le mot moika en Martinique. D'accord, ok. Ah, c'est un truc d'ici. C'est un truc d'ici. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, le morceau de Kalash, Chant du Moika, Chanson du Moika, c'est de ça dont ça parle. D'accord. Donc c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Quel sujet je m'autorise à parler en créole? C'est ces questions-là que j'ai envie qu'on se pose. Est-ce que je me dis, tiens, parlons des Gilets jaunes en créole, voir ce que ça fait. Tiens, parlons de la présidence de Macron en créole, pour voir ce que ça fait. Tiens, parlons de l'impact du téléphone mobile. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Moicast, le podcast qui prononce le mot goyave correctement. Aujourd'hui, je reçois l'auteur guadeloupéen Thierry Malo, alias Timalo. Nous évoquons ensemble, entre autres, la particularité d'être auteur de fiction en langue créole, une langue qu'il estime sous domination. Ouais, je trouve que tous les épisodes sont très bien, mais big up particulier à l'épisode 7 avec Timalo, romancier guadeloupéen créolophone. Donc il s'entretient longuement avec Samora, c'est hyper intéressant. François Oulac et Kevin Donna ont aussi été invités. C'est vrai, j'avais presque oublié. Dans des épisodes du Moicast. Toi, t'étais passé avec Marvin de Goodyear. Oui, on a fait le premier épisode, le deuxième genre. Le copinage, le réseautage créole à Paris.
tu veux qu'on en parle, Mélanie Wong? Et puis il y a aussi un épisode super cool où il reçoit Timalo, cette fois-ci avec Audrey Célestine, pour parler des 10 ans du LKP. Bref, c'est vraiment bien ce qu'il fait. C'est encore un podcast noir de plus, cette fois-ci centré vraiment sur la question antillaise. La question antillaise, ouais. Et puis il le fait tout seul, il le fait en indépendant parce que c'est bandant d'être indépendant. Et voilà, plein d'amour, et allez écouter ça. Je crois que la première saison est bientôt terminée. Elle est terminée. Ouais. Mais voilà, il va faire plein de trucs trop bien. C'est marrant, l'article dont je vous parlais tout à l'heure, l'article de Vice que je vous mettrai en lien sur les telenovelas aux Antilles. L'une des personnes qui est interrogée, c'est justement Sam du podcast. Ah ouais, c'est trop drôle. Il est partout. Il est partout. Voilà, allez mettre ça dans vos oreilles. Alors moi, Marocco, en ce moment, je suis dans une phase de découverte musicale. J'écoute plein d'artistes, en fait, un peu au hasard, partout sur Spotify. J'écoute des artistes sur lesquels je ne me serais pas penchée il y a encore quelques mois. Mais du coup, c'est là où apparaît Megan Thee Stallion, rappeuse de Houston. Ça y est, t'écoutes du rap? Ouais, ça y est. Mais en fait, j'ai découvert que j'ai un fait pour les rappeuses. Il y a peut-être un truc derrière, encore une fois. J'ai quelques suggestions pour toi, alors si tu veux, Okay. je t'enverrai des liens. Et donc, rappeuse de Houston, que j'ai découverte via surtout sa fanbase sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter notamment, où elle est très très suivie, très très soutenue, on lui donne beaucoup de love. À l'été 2018, Megan a sorti un EP qui s'appelle Tina Snow, qui est le nom de son alter ego. Et sur cet album, la chanson Big Ol' Freak, son premier hit à l'échelle internationale que j'avais déjà peut-être entendu. Big old freak, big booty, big old tree. I'ma make 'em wait for the pussy. Hit it in these big old ski. Ay, feet on the bed. I fuck 'em up in the head. Suck it, then look in his eyes. Then the next day I might leave him on red. Donc Megan Thee Stallion, qui tire son nom d'ailleurs du fait qu'elle fait 1m78, est une rappeuse depuis l'âge de 14 ans. Sa mère était elle aussi rappeuse, elle est récemment décédée. C'était un peu son modèle, son inspiration. Et donc Megan, elle a des opinions assez claires sur le sexe, la confiance en soi, les relations hommes-femmes. Donc c'est des sujets sur lesquels elle rappe. Elle fait régulièrement dans les go trips. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle. Bon. Ouais, je sais pas. T'as des enemies, t'as des hosts, t'as des foes, t'as des haters. Sans doute. Mais du coup, comme d'habitude, une rappeuse, donc on est envahi de commentaires disant qu'elle va remplacer une telle, que Machine n'a aucune chance contre elle, parce que comme d'habitude, c'est une rappeuse, donc il peut y en avoir qu'une, hein, vous le savez, on le sait. Donc ce qu'on aime bien chez Megan, c'est qu'elle renvoie un peu une personnalité approchable. Il y a ses fans, donc sa fanbase, c'est les Hotties, qui la soutiennent un peu depuis 4 ans, depuis qu'elle a commencé, et qui diffusent un message quand même très sex-positif, tendance féministe. Et du coup, Megan refuse de choisir dans son image entre l'Afrique et la fille intelligente, parce qu'elle est allée à la fac. Elle est hyper sexy, effectivement. Elle correspond au canon, grosse fesse, grosse poitrine. Mais elle aime les animés. Alors, j'ai pensé à toi, François, elle aime Inuyasha. Ah, Inuyasha, c'est à l'ancienne, ça. Ouais, d'accord. Apparemment, c'est... Voilà. Et justement, il y a certains mecs qui arrivent qui disent « Ouais, t'es une fausse fan d'animé, gna gna gna, et tout. » Et donc, elle les défonce à la suite sur Instagram. C'est un truc de OG un peu quand même. Et en plus, elle a des préoccupations écologiques. Notamment, la dernière fois, il y a quelques jours, elle a fait un post en disant « Bon, j'en ai marre qu'on pollue, les hotties, allez, c'est bon, vous allez recycler. » Enfin, il y a un côté vraiment à la fois personnalité web et en même temps rappeuse assez legit, quoi. Bah, elle est 2019. Voilà, ouais. Et du coup, alors, son nouvel album, Fever, c'est pour moi la recette parfaite pour l'été. Je l'ai écouté plusieurs fois de suite dans la rue. Je vous préviens, c'est très difficile de pas twerker en même temps qu'on l'écoute au bout d'un moment. Au bout de la 5e chanson, là, ça commence à monter. Et notamment un petit big up à la chanson Cash Shit, qui est pour moi le hit inévitable de cet été. Can't be fucked with, no. Oh, you can't touch this. Ay, bitch, I do rich shit, huh? My money thick, thick. Ay, walk with a limp, huh? I'm on some pimp shit. Ay, he say you all about money. Yeah, I'm on it. Donc, Megan Thee Stallion, avec ses clips un peu à tendance Blaxploitation, s'appelle elle-même, son petit surnom qu'elle s'est donné, c'est Black Regina George. Donc, les fans de Mean Girls qui nous écoutent auront la référence. Hein, parce que... oui, Mean Girl, le truc de cheerleader, là? Non, Kevin, le film teen movie écrit par Tina Fey avec Amy Poehler. J'ai pas vu. Oh mon Dieu. Bon. C'est de la white culture, c'est pour ça. Bah, attends, pour une fois que j'ai pas vu un truc de comédie, tu vas pas me juger. C'est un Mélanie, classique. quoi. C'est un classique. On aura tout vu, quoi. Non, Bref. mais quoi. Oh. Et du coup, Black Regina George. Donc, je m'attends venant d'elle à de grandes choses et je recommande Megan Thee Stallion. Elle fait plein de références à Free Six Mafia et j'adore un groupe de Memphis, Tennessee que j'adore. Bref, voilà, plus simple.
Alors moi, je vais vous recommander une application qui va changer votre vie. Tout simplement. Voilà, vous me remercierez plus tard. Je vais vous recommander une application qui s'appelle... Tinder. Eh bien, figure-toi que ça finit par Hinder. Oh, wow. Mais c'est pas Tinder, c'est Bucket Finder. Donc pour ceux et celles qui ne le sauraient Pas pas... aussi mal. Bucket Finder, donc le bucket c'est un sandwich traditionnellement guadeloupéen avec une sorte de pain frit dans lequel généralement on va mettre un petit peu de salade ainsi que du piment si on a bon goût, et puis ça peut être à base de poulet, il y a aussi des buckets morue, on fait aussi des buckets de saucisses mais j'aime un peu moins, mais bon bref, en gros le bucket c'est ce plat à la fois délicieux, accessible en termes de prix et consistance, c'est un peu l'équivalent du guadeloupéen du kebab. Ouais. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de buckets, il y a de plus en plus de restaurants déjà qui font des buckets ici en France hexagonale, mais aussi dans le monde au-delà de la France et des outre-mer. Et Bucket Finder, c'est une application de géolocalisation qui vous permet de trouver très facilement le restaurant de bucket à proximité de chez vous. Donc c'est assez génial, vous avez le nom, vous avez les coordonnées, vous pouvez tout de suite les appeler pour vous faire livrer, ou s'ils ne livrent pas, vous pouvez vous rendre sur place directement pour tout simplement acheter votre bucket. Et quand tu regardes sur la carte, c'est un truc de ouf. Il y a des buckets dans des pays que j'aurais jamais imaginé. Parce que c'est pas ça s'éloigne. Mais oui, c'est une application de géologue. Parce que tu m'avais montré, c'était juste centré sur Paris, donc je pensais que c'était Île-de-France. Tu peux dézoomer. Donc déjà, évidemment, tu vas retrouver des restaurants bucket évidemment aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, mais tu vas aussi retrouver des trucs genre en Espagne. J'ai vu des buckets en Espagne. J'ai vu des buckets aux États-Unis, frère. Aux États-Unis, il y a des buckets. C'est un truc de ouf. Et donc voilà, c'est pour être un ultramarin qui vit ici depuis l'âge de 6 ans, la difficulté de trouver des bons produits, des bons plats comme ça antillais, c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique parce qu'on a ce truc où j'ai parfois le sentiment que la communauté antillaise ne se saisit pas assez souvent des moyens de production entre guillemets. J'ai l'impression qu'il y a pas assez de commerces qui vendent des produits. Il y en a un à côté. De quoi ? Il y en a un pas très loin, le traiteur antillais à Ménilmontant. Tu m'as donné faim, j'ai pas mangé ce matin, j'y vais direct. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les restaurants de bucket, c'est un peu, jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à quelques années, je trouve que c'était un peu le truc, t'as trouvé un bucket, trop bien, donne-moi l'adresse. C'est un peu comme ça, le bouche à oreille. Et là, voilà, on a un outil super simple qui a été créé par un Guadeloupéen, donc qui s'appelle Michael Mass. Merci à lui. Et donc, qui permet de trouver des restaurants. Et donc, la répartition des buckets par arrondissement, ça se passe comment à peu près ? C'est là où il y a. Alors, je peux pas dire par arrondissement, j'ai pas zoomé à ce point-là. Évidemment, il y a une majorité écrasante à Paris, ça je peux te le dire. Il y en a pas mal à Bordeaux évidemment. Ouais. mais voilà, franchement, évidemment il y a pas de service de livraison comme on pourrait avoir pour Uber Eats ou des choses comme ça, puisqu'ils ont pas leur propre réseau de livreurs. C'est juste un annuaire quoi. Voilà, c'est juste un annuaire, mais c'est déjà révolutionnaire. Et donc si vous ne connaissez pas le bucket, je vous enjoins très fortement de goûter et de vous y mettre tout de suite. C'est je sais pas comment vous le dire, mais vous allez être vraiment très heureux et heureuse. Voilà, Bucket Finder, on vous mettra l'appli. Je ne sais pas si l'appli est disponible sur Apple. Ouais, je vérifierai. Je regarde ça tout de suite. Dis-moi. C'est disponible sur Bucket Finder est disponible sur Apple Store. There you go. Allez-y, Bucket Finder. C'était le Chip. On revient dans très peu de temps puisque notre prochaine émission sera en live, en public, le dimanche 9 juin à la Natural Air Academy au Parc Floral de Paris à 15h30. Pour y assister, vous pouvez acheter vos places sur nhaparis.com. Il n'est pas trop tard. On sera super content de vous voir. Bien sûr, venez nous soutenir. Enfin, venez pas trop nombreux parce qu'on est déjà stressé parce qu'on a peur qu'il y ait du monde. Mais en même temps, on veut qu'il y ait du monde. Ouais, on peut pas faire ça devant 10 personnes quand même. Ouais, voilà, mais pas non plus devant 500. Il faut. Ouais, bon, ok, faut viser haut. Venez nombreux. Allez, visez la lune. Surtout nombreuses parce que c'est. Exactement. Ce sera principalement un public féminin. Bien sûr, puis donner de la force à la NHA, bien sûr. Bah oui. Ouais. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, sur @TheChipPodcast. Pour l'occasion, on a mis en place un hashtag. Vas-y François. C'est #ChipNHA. C'est assez simple. Donc vous pourrez tweeter, Instagrammer les photos, les messages que vous voulez qu'on voit pour la Natural Air Academy. On sera super contents. Prenez-nous en photo pendant le live, comme ça on fera les nouvelles profile pics, s'il vous plaît. On repostera. Vous pouvez entre-temps aussi nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, SoundCloud, toutes vos applis de podcast habituelles. Oui, Kevin. Je voulais dire, on est désolé pour l'absence aussi, on n'en a pas parlé, mais on a à peu près une dizaine de jours de retard. Mais ça veut dire qu'il y a 2 épisodes en une semaine. Ouais. Puisqu'on enregistre lundi et on enregistre dimanche. Donc voilà. Et vous pouvez également nous laisser une review sur Apple Podcasts, nous mettre 5 étoiles pour qu'on remonte dans le classement. Et cette émission est réalisée par Thomas Play.
coproduite par Binge Audio. Qu'est-ce qu'on a à dire avant de partir ? Bah très vite, pas dans 15 jours, dans une semaine. En live. Bisous. On se voit en live.